Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle fois. Cette fois, en revanche, nous allons commencer. Je vous prie véritablement et infiniment d'accepter nos excuses pour ce retard, ce quart d'heure de retard. Alors, je crois savoir que certains étaient arrivés avant, mais effectivement, la conférence de notre côté était prévue pour 15 heures. Je suis extrêmement heureuse d'être entourée de spécialistes d'un sujet que je trouve passionnant. Vous le savez, Campus c'est désormais une institution de notre barreau, une institution pour le barreau de Paris, puisque c'est, sauf erreur de ma part, la 18e édition. Donc Campus, c'est un rassemblement d'avocats, les 34 000 avocats du barreau de Paris qui se réunissent pour se former, pour des colloques, pour des tables rondes, pour discuter, pour échanger, pour apprendre, pour approfondir. Donc vous avez parallèlement à cette table ronde eh bien, des formations en droit commercial, en droit social. Mais de mon côté, j'ai voulu peut-être faire un petit pas de côté, c'est-à-dire le droit, on le pratique évidemment au quotidien. Nous sommes devant les juridictions les uns et les autres, en fonction évidemment de nos spécialités. Et j'ai voulu peut-être, à l'occasion de ce campus, comme je vous le disais ce matin, peut-être faire un pas de côté, non pas pour faire de la formation en tant que telle, le droit pénal. On a des formations en droit pénal et on a plaisir évidemment à se tenir à jour, mais peut-être pour réfléchir ensemble sur l'image qui est donnée de la justice, l'appréhension de ce monde-là, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, nous en faisons partie, mais de l'extérieur, ça reste quand même un univers un peu à part, qui fascine. Je crois que les prétoires fascinent toujours, le grand public bien sûr, mais les journalistes, les scénaristes sont manifestement très intéressés aussi par ce monde-là. Les films, les documentaires, les séries aussi sont autant de regards qui traduisent une certaine conception de la justice et on en parlait en attendant, une forme de cercle, puisque c'est un regard qui est projeté sur la justice qui va contribuer aussi à nourrir et à construire le regard que le grand public se fait de la justice. Donc c'est aussi intéressant de se pencher sur le sujet. Et c'est vrai que à travers donc les œuvres audiovisuelles, c'est le monde judiciaire dans son entièreté, dans sa rudesse, dans aussi ces errements parfois qui sont mis en lumière, qui se révèlent au public, aux citoyens que nous sommes tous. Et nous autres avocats, alors évidemment c'est souvent notre quotidien, et pour autant on a malgré tout cet intérêt, cette appétence, voire ce plaisir à regarder la représentation qui est faite de l'univers dans lequel nous évoluons. Donc aujourd'hui, l'enjeu de cette conférence, de cette table ronde, c'est justement de réfléchir à l'image qui est donnée, qui est projetée, qui nous est donnée à voir, avec évidemment des prismes un peu différents, et de voir un peu comment les spécialistes que vous êtes vous contribuez à l'image qui en est donnée. Donc on aura plusieurs prismes dans cette heure et demie que nous allons passer ensemble, peut-être une évolution aussi de cette représentation, avec peut-être une volonté d'être au plus proche du réel, hein. On évoquera ce point, l'adaptation du fait divers qui reste évidemment un vrai intérêt pour le public et qui semble aussi avoir un sens, peut-être un rôle social. Et puis enfin, peut-être la figure de l'avocat, parce que la figure de l'avocat est souvent au cœur de ces intrigues, au cœur de ces affaires, au cœur de ces séries. Et donc, je suis ravie véritablement d'ouvrir cette table ronde et de pouvoir débattre avec des spécialistes que j'évoquais, donc monsieur Steven Mitz. Vous êtes scénariste de nombreux films, de nombreuses séries. Et récemment, vous avez été le co-scénariste du film Le Fil, réalisé par Daniel Auteuil.
et qui est d'ailleurs toujours en salle. Et le Barreau de Paris a eu le bonheur d'ailleurs le plaisir de visionner en avant-première ce film il y a quelques semaines. Et je crois pouvoir dire que c'était un vrai succès et que l'accueil de ce public particulier quand même, hein, des avocats pour un film d'avocats, était une vraie réussite. Je suis également entourée d'Anne Landois. Vous êtes scénariste évidemment de plusieurs séries. Évidemment, on pense aussi très vite à Engrenage, une série à grand succès qui s'est d'ailleurs largement exportée, vous nous en parlerez. On peut clairement dire que la série possède une vraie crédibilité dans le milieu judiciaire, et il sera d'ailleurs très intéressant d'avoir vos regards croisés aussi avec notre consoeur Clarisse Serre qui va nous rejoindre dans quelques instants. Vous êtes également, hein, vous aurez l'occasion, et l'idée étant de vous laisser la parole le maximum, mais à l'origine également de 66,5 et de 37 secondes. Et puis, enfin, Madame Alice Géraud, vous êtes scénariste, autrice et journaliste. Vous avez été journaliste pendant 15 ans pour le quotidien Libération. Vous avez ensuite cofondé et co-dirigé la rédaction du site Les Jours. Vous êtes à l'origine de Sambre Radioscopie d'un fait divers qui a été publié en janvier 2023 et dont est inspirée la très puissante série Sambre, dont vous êtes la créatrice et scénariste. Vous allez nous parler de tout ça et permettez-moi déjà, avant tout, de vous remercier infiniment d'avoir pris un peu de votre temps pour venir échanger et nous donner votre point de vue sur cette représentation de la justice à l'écran. Donc merci infiniment à vous. Alors, peut-être, on va commencer, et ça fera venir, je pense, Clarisse Serre, c'est toujours comme ça. Mais peut-être une question d'abord pour vous tous, pour vous trois. Selon vous, pourquoi, comment le monde judiciaire continue-t-il à fasciner autant le public et à intéresser autant les scénaristes, malgré, il est vrai, l'abondance des productions qui lui sont consacrées? Eh bien voilà, je vous l'avais dit. La première question ferait arriver Clarisse Serre. Merci, chère Clarisse, de nous rejoindre. Bonjour Clarisse. Bonjour Clarisse. L'arrivée jusqu'au jardin d'acclimatation est évidemment extrêmement difficile. Et dans un contexte tel que celui du jour, ça n'aide pas. Donc merci beaucoup et pardonnez-nous pour le retard des uns et des autres, parce qu'il y a eu des retards avant toi, Clarisse. Je disais donc, on va, sans reprendre tout ce qu'on vient de se dire, peut-être une question un peu générale pour aborder cette table ronde. Clairement, le monde judiciaire, cet univers, justice, police, ça fascine quand même à l'évidence le grand public, ça intéresse à l'évidence beaucoup les scénaristes. Comment l'expliquez-vous en dépit quand même d'un genre qui est déjà largement exploré, et pourtant on a le sentiment qu'il continue à se réinventer avec en plus une touche française très particulière? Est-ce que vous avez peut-être des premières observations, regards à ce sujet? Vous voulez commencer? Allez. Alors déjà merci de nous avoir invités. Vous disiez que nous sommes des spécialistes. Alors moi, en l'occurrence, je ne suis pas spécialiste de l'univers pénal. Vraiment, je suis plutôt spécialiste de la dramaturgie, si j'ai une spécialité en tout cas. Mais c'est vrai que dernièrement, je me suis penché sur le sujet. Et je crois que, en tout cas, cette appétence pour le fait divers et ce monde-là, il y a quelque chose... En fait, il y a cette espèce de fascination du fait que ça pourrait arriver à n'importe qui, que ça pourrait être notre voisin. Et je pense que les actualités nous ramènent à cette idée-là, en tout cas en ce moment. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du voyeurisme. Quand il y a des affaires comme ça, on a toujours envie de savoir tous les détails. Par exemple,
j'ai donc consulté pas mal d'avocats pour écrire ce film, pour avoir un tant soit peu d'authenticité dans le film. Et j'avais très envie de fouiller dans leur dossier d'instruction, dans tout ce qu'ils avaient, leur PV, leur machin. Alors, ils ne m'ont pas laissé parce que, voilà, hein, il y a une certaine déontologie à respecter, mais ils me racontaient ce qu'ils pouvaient me raconter. Et en tout cas, en tout cas, moi, ça a réveillé quelque chose de l'ordre du voyeurisme, pour vous dire la vérité, où j'avais vraiment envie de connaître les tenants et les aboutissants et de voir toute cette matière humaine en mouvement, quoi, en fait. Qu'est-ce qui opposait, les conflits qui opposaient les uns et les autres. Et c'est quand même assez fascinant de pouvoir voir ça au premier plan. Merci beaucoup. Effectivement, on est au cœur de la matière humaine. De votre point de vue, est-ce que c'est ce qui conduit effectivement le public à avoir cette attraction? En fait, on est dans l'ordre de à la fois la sidération toujours, et puis une forme d'attraction, mais le succès, à l'évidence, hein, des séries judiciaires, j'entends, en tout cas avec un prisme judiciaire, du procès, des films, à l'évidence, ne se dément pas. Je pense que, enfin, il y a tellement, excusez-moi, j'ai une extinction de voix. Il y a tellement de, enfin, c'est un genre en soi, et ce sont des genres en soi, les films, enfin, la justice et le cinéma, c'est un sujet extrêmement vaste. Mais pour ce qui concerne, je trouve, en tout cas cinématographiquement, c'est que le monde judiciaire, et particulièrement évidemment le procès, qui est certainement l'objet, la forme la plus représentée au cinéma et en télévision, c'est déjà un objet de cinéma ou de théâtre, parce que c'est déjà une mise en scène avec ses codes, son langage. On est sur quelque chose de très codifié, et en faire du cinéma, il y a une sorte de mise en abîme qui, je pense, en tout cas pour les gens qui écrivent, qu'on soit scénariste ou d'ailleurs, moi j'ai été essentiellement journaliste dans ma vie, et donc j'ai raconté des procès, donc sans fiction, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a une fascination pour la mise en scène. Et puis après, je trouve que quand on écrit, même en fiction, sur le monde judiciaire, il y a une langue, il y a un langage, il y a des choses qui sont assez... voilà, qui sont assez intéressantes pour la fiction. Enfin, je ne dis pas ça parce que Anne et Clarisse Terre sont là, mais Engrenage, c'est un changement radical, en fait, je trouve, dans la fiction, la représentation du monde judiciaire en France, à l'écran. Et j'imagine que les professionnels du droit, enfin, l'ont remarqué, mais je trouve, en tant que spectateur ou en tant que scénariste ou journaliste, on voit bien à quel point là, cette représentation très juste, et qui n'est pas là de l'ordre de la fascination pour le fait divers, mais de s'intéresser au fonctionnement finalement de nos institutions, et de quelle manière elles règlent nos conflits à tous, nos conflits sociétaux, politiques, psy parfois. Enfin, c'est ça qui est intéressant, je trouve, à mettre en drame, quoi. J'imagine à regarder. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit par mes camarades, en fait, moi, enfin, en ce qui me concerne, j'ai plus été attirée par l'institution, pardon, j'ai aussi une extinction de voix, judiciaire et policière. Mais ça date pas d'hier. Donc, j'ai pas du tout de formation j'ai pas aucune formation juridique. J'étais très, je connaissais rien quand j'ai commencé. Vraiment, je connaissais rien. Je savais une chose, c'est que je voulais écrire des polars, parce que j'en lisais, parce que ce monde-là m'a toujours intéressée, et que j'ai voulu en faire mon métier. J'ai voulu devenir scénariste. Et comme ce monde, en fait, est un monde vraiment... Le monde du crime et de la délinquance est quand même à la marge de la société. Je pense qu'il y a une fascination pour ceux qui ne sont pas des délinquants, mais pour ceux qui le sont, pour ceux qui ne sont pas des criminels, mais qui... quel est ce pas, en fait, que certaines personnes franchissent et pas d'autres? Tout ça m'a toujours interrogée. Et le fonctionnement de l'institution judiciaire et policière, tous ces gens qui se mettent en mouvement pour faire respecter un état de droit,
je trouve qu'aussi on est dans les piliers de nos démocraties et ça m'a toujours intéressé de savoir comment ça fonctionnait. Alors qu'on est dans un théâtre extrêmement conflictuel où les policiers n'ont pas les mêmes intérêts que les avocats et les magistrats n'ont pas les mêmes intérêts que les policiers. Et ce trio-là m'a toujours fascinée parce que je considère que c'est un moteur dramaturgique en soi, puisque chacun a peut-être un objectif commun, mais pas du tout les mêmes intentions. Et c'est la base de la dramaturgie. Et en plus, je trouve que le code pénal, que je ne connais pas du tout par cœur, loin de là, est en soi un formidable outil de dramatisation, de moteur dramatique, j'ai envie de dire, parce que toutes les dérives de la société s'y trouvent, et s'intéresser un tant soit peu aux dérives et aux réponses qui y sont données, mais quelle matière excessivement riche pour un auteur, hein. Surtout qu'en plus le droit est une matière que je trouve extrêmement mouvante. Les lois changent, on ne plaide pas de la même façon, et on le sait très bien aujourd'hui, que ce qu'on plaidait il y a 20 ans. D'un tribunal à l'autre, un fait, un acte n'est pas forcément considéré de la même façon. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres humains derrière, il y a la société qui change, il y a le regard qui change, et c'est pour ça qu'en fait c'est sans fin, quoi. Il y a quelque chose d'extrêmement actuel, vivant, et en tant qu'auteur, moi je me sens assez emportée dans une tourmente. Après, je pourrais parler de la façon dont je travaille, notamment avec des experts, et notamment avec Clarisse, qui m'a mis le pied à l'étrier sur beaucoup de sujets. Mais voilà, moi ce qui me fascine, c'est ça. Et comme je suis fascinée par ces histoires, j'ai voulu aussi tenter de m'approprier des outils pour que le public ait accès à ce domaine que je ne connaissais pas forcément, mais que j'avais vraiment envie de partager. Voilà. Merci, Clarisse. c'est très, très intéressant. Et bien justement, Clarisse, puisque j'en profite quand même si Clarisse sert l'avocate pénaliste, évidemment que l'on ne présente plus, mais quand même, permettez-moi quelques mots, puisque je ne l'ai pas fait tout à l'heure en son absence. Donc, avocate de renom, pénaliste, autrice aussi de La Lionne du Barreau, dont on a beaucoup, beaucoup parlé, et à très juste titre en 2022. Clarisse, tu as justement été conseillère technique sur Engrenage, donc c'est très intéressant d'avoir ce regard croisé et que peut-être tu puisses nous expliquer justement l'intervention de l'avocat. Anne Landoine nous indiquait à l'instant, je ne connais pas le code de procédure pénale par cœur, mais justement, quelle est la patte, l'apport justement du sachant qu'est l'avocat, en l'occurrence, sachant, je crois, savoir qu'il y avait plusieurs conseillers, également magistrats, policiers, mais je te laisse nous expliquer tout ça. Bonjour à tous, désolée pour le retard. D'abord, moi j'ai une chance extraordinaire d'avoir participé en fait à un film et puis à 2 séries. Le premier film, pour ceux qui s'en rappellent, parce que ça commence à dater, c'est Tanguy habite encore chez ses parents. Donc c'était ma première expérience de conseiller technique, si j'ose dire. Donc ça remonte. Et puis ensuite, j'ai eu une chance incroyable de rencontrer Anne Landois pour Engrenage. On a travaillé ensemble sur 2 saisons et après, moi j'en ai fait encore une dernière saison. Et puis surtout, Vanessa, ce que tu parles d'Engrenage, mais pour Anne et moi, c'est un peu vieux maintenant, Engrenage. C'est surtout ce qui a marqué notre collaboration et qui, pour moi, a vraiment été un virement. C'est notre dernière participation, si j'ose dire, notre dernière collaboration, c'est la série 66.5 sur Canal+. Alors pourquoi ? D'abord, pour répondre à la question, les Français. C'est vrai qu'on a tous été biberonnés aux séries américaines, séries sur et qu'on a été, on l'a tous vu, on l'a tous vécu, d'avoir un prévenu qui arrive en salle d'audience et qui dit votre honneur, alors qu'on sait tous qu'en France, il n'y a pas d'honneur, en tous les cas, pas pour appeler un magistrat, quel qu'il soit d'ailleurs. Et je dois dire que de mon point de vue, parce que si Anne n'y connaît rien en code pénal, c'est pas que j'y connais davantage finalement, mais en tous les cas, point de vue cinéma, écriture et série, j'y connaissais rien. Et ça a été intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'il y a une volonté, en tous les cas peut-être d'une chaîne, pour ne pas la citer, mais Canal+, sur laquelle on n'a pas toujours été d'accord avec Canal+, avec Anne, elle saura mieux le dire que moi, mais c'est d'avoir voulu raconter notre justice française.
Et ça, c'est important parce que justement, les gens, du retour qu'on en a eu d'Engrenage, eh bien, les gens se sentent concernés par Engrenage, que ce soit avocats, magistrats, prévenus, gardiens de prison, enfin, tous les gens qui entourent la justice, mais également et surtout les justiciables, puisqu'avec on a eu des retours assez drôles de justiciables là-dessus. Donc ça a été vraiment... et d'ailleurs, pour vous donner une petite anecdote, à l'époque où le 36 quai des Orfèvres était justement au 36 quai des Orfèvres, pour ceux qui ont pu faire des gardes à vue là-bas, à l'époque, il y avait d'ailleurs l'affiche de Caroline Proust, et les policiers considéraient d'ailleurs Caroline Proust comme une des leurs. Et Caroline Proust est considérée toujours actuellement par les policiers, sans trahir aucun secret, un peu comme leur marraine. Ça veut donc dire qu'il y a un glissement fiction-réalité qui était vraiment intéressant pour nous. Ensuite, par rapport à l'expérience avec Anne, c'est vrai qu'Engrenage, il y avait un souci. Ce qui était très compliqué pour moi, c'était le temps. Parce que le temps judiciaire, par exemple une cour d'assises qui dure 3 semaines, c'est très compliqué de la rendre vivante et en tous les cas de donner l'envie de raconter. Et donc je pouvais, d'abord Anne, si elle ne connaît pas encore une fois le code pénal, est tellement renseignée sur, elle lit tout ce qui se passe sur plein de faits divers aussi variables, mais elle lit aussi des livres de fond et puis surtout elle va aux audiences. Et ça c'est capital, parce que moi je le dis régulièrement, je dis aux gens venez aux audiences pour voir comment se passe la justice et pour arrêter qu'on entend de nous dire constamment que la justice est laxiste, parce que c'est pas vrai. Et donc Anne, elle a eu au moins cette curiosité depuis de nombreuses années, et donc elle venait, elle m'a suivi sur beaucoup de procès, et ce qui était très compliqué, c'est qu'il y a des procès, elle ne pouvait pas venir tout le temps, et c'était de raconter en temps cinématographique ou de fiction quelque chose de très intense et en gommant plein d'épisodes de la réalité. Ça, c'était vraiment important. Pour répondre aussi à ta question, je crois qu'aussi s'il y a un intérêt pour les séries policières et les films policiers français, d'abord parce que ça nous parle, et puis parce que c'est inépuisable. La plaidoirie a évolué dans le temps, les faits divers évoluent, et la technicité évolue aussi sur la recherche de la preuve. Ce qui pouvait être la reine de la preuve, dont on disait c'était l'aveu, maintenant c'est terminé tout ça, on est passé sur ce qui est enregistré, pas enregistré. Avec Anne, pour vous donner un détail, on a vécu quelque chose de très intéressant. On a vécu un avant et après loi. On a eu une histoire avec des balises placées sous des voitures, et il y avait une réunion avec des policiers. Et moi, quand j'étais avec... quand ils ont su que j'étais policier, avocat, pardon, ils n'étaient pas forcément très, très contents, parce qu'eux-mêmes confiaient beaucoup de choses à Anne. Et la balise, par exemple, pour eux, c'était tout à fait normal qu'on utilise une balise. Et moi, je leur ai dit que c'était totalement interdit. Mais il y avait un vide juridique. Et c'est ça qui était aussi intéressant par Engrenage, c'est qu'on montrait qu'il y avait un vide juridique. Et d'ailleurs, après, sur une autre série, la loi est intervenue et a procéduralement a organisé les balises. Mais il y avait des balises sauvages. Et comme il y avait un trou, pour eux, c'était tout à fait normal de l'utiliser. Moi, en tant qu'avocat, je trouvais ça anormal. Et puis après, la loi a changé. Et puis enfin, pour répondre et terminer là-dessus, la participation, vraiment, pour moi, ce qui a été vraiment déterminant, c'est 66.5. Parce que là, 66.5, quand j'ai commencé Engrenage existait déjà, et moi j'étais sur la partie avocat. Quand Anne est venue me demander de dire, voilà, j'ai envie d'écrire une nouvelle série, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est Bobigny, 66.5 partait de zéro, c'est-à-dire ça n'existait pas, et donc là j'ai eu la chance de voir la création d'une série, de partir de zéro, de l'histoire, des personnages, et ce qui est très intéressant pour un avocat comme moi, c'est de raconter beaucoup de choses à Anne, de les raconter dans le secret de la confidence, puisque j'ai une confiance absolue en Anne, ce que je ne dirais pas forcément à quelqu'un d'autre qui viendrait me poser des questions. En même temps, préserver le secret professionnel, et en même temps d'avoir le regard de Anne. Et puis surtout, on avait toutes les deux, je crois qu'on avait vraiment un point commun là-dessus, c'était qu'on avait envie de raconter l'envers du décor. De ne pas simplifier comme d'autres chaînes qui simplifient les histoires en disant le méchant, le gentil. C'était de montrer la complexité aussi bien pour un prévenu que pour un policier ou pour un juge, d'avoir des états d'âme. Ou par exemple dans 66.5, on raconte des scènes intimes, je pense à une scène avec la magistrate, pour raconter que ce sont des êtres humains tous. Et puis 66.5 a marqué aussi encore un autre tournant, parce que Anne est venue me suivre sur un procès pendant 15 jours, qu'elle vous racontera sûrement. Mais les prévenus étaient libres dans cette affaire. Et tout à l'heure, vous racontiez les uns et les autres de raconter des histoires. Mais les prévenus qui étaient libres, 2 d'entre eux sont venus voir Anne et sont eux-mêmes devenus consultants. Et ils sont d'ailleurs, je le dis, ils sont à la fin du générique de 66.5. En tous les cas, au moins un, l'autre, je ne sais plus s'il avait voulu ou pas. Et c'était vraiment intéressant parce qu'eux aussi ont voulu raconter
leur vérité, ce qui montre, comme vous le savez tous, qu'il y a plusieurs vérités, la vérité judiciaire, la vérité de l'avocat, la vérité du magistrat, mais ils ont raconté leur vérité, et en racontant des choses à Anne, j'ai su des choses que je n'avais jamais sues. C'est incroyable, et c'est vrai que c'est assez fascinant, parce qu'en fait, on a vraiment un prisme avec tous les regards, quoi. Tous les regards, c'est-à-dire que tous ceux qui concourent, alors non pas à la résolution de l'enquête, mais à ce monde judiciaire-là, avec son prisme, et c'est certainement ce qui passionne. Et d'ailleurs, Clarisse, tu indiquais à l'instant que vous tentez d'aller peut-être plus loin avec aussi des personnages plus complexes et pas dans la caricature. Et c'est vrai qu'on remarque que, enfin, je crois, dans les fictions, dans ce qui nous est donné à voir, effectivement, on a un accent peut-être plus marqué désormais sur les coulisses, sur les backstories des personnages. Et donc, c'est peut-être une clé aussi de modernisation de ce genre-là, de vouloir apporter quelque chose de beaucoup plus subtil que le coupable, l'innocent, pendant longtemps. Mais c'est mon point de vue, mais au contraire, c'est le vôtre qui m'intéresse. J'ai l'impression que pendant longtemps, on avait quand même une vision assez binaire de l'œuvre, sur le sujet, c'est-à-dire est-il coupable ou innocent, et aujourd'hui on va vraiment dans la profondeur, dans la subtilité, dans la complexité en fait de chacun de ces interlocuteurs-là, dans cette chaîne-là, que ce soit le magistrat, que ce soit le policier, que ce soit l'avocat. Bien sûr. Oui, alors c'est tout à fait juste. Alors c'est dû à plusieurs choses. La première, j'ai envie de dire, c'est que la télévision française a énormément changé. Et principalement à partir du tournant des années 2000, quand on a commencé à regarder les séries de HBO en France. Avant, on ne les connaissait pas. Et la subtilité des séries américaines, la profondeur des personnages, le feuilletonnant qui existait aussi sur les intrigues et les personnages, nous a fait, nous, scénaristes, reconsidérer complètement notre métier. Et les chaînes aussi, les diffuseurs, reconsidérer leur position, leur ligne éditoriale, etc. Et pour ne citer qu'un exemple qui est quand même assez frappant, sur une chaîne du service public, avant que j'aille proposer 66.5 à Canal+, un avocat célèbre, que je ne citerai pas, avait été approché par un producteur tout aussi célèbre, que je ne citerai pas non plus, et ils sont allés proposer un projet de série avec comme héros un avocat, un ténor, un grand monsieur. Et évidemment, la chaîne de service public était extrêmement intéressée et a mis une condition, c'est que l'avocat ne défende que des innocents. Voilà. Donc ça, je sais que ça va vous faire réagir. Moi-même, qui ne suis pas avocate, ça m'a fait beaucoup réagir. Et je sais que ça a été... en fait, j'ai raconté cette anecdote à Canal+, quand je leur ai proposé la série 66.5 avec une jeune avocate qui va percuter un monde à la fois machiste, patriarcal, qui va devoir se débrouiller toute seule dans un milieu hyper violent et tout ça. Et la première chose que j'ai dite, c'est ça. C'est, elle ne défendra ni des innocents ni des coupables, elle va juste défendre. Et je sais aussi que les chaînes se démarquent de cette façon aussi, en se disant, bon, il y a des auteurs, et je ne suis pas la seule, parce que Canal+ est une chaîne qui fait énormément confiance aux auteurs et qui va vraiment dans des histoires extrêmement documentées. Et quand on a la chance de pouvoir travailler, collaborer avec une chaîne comme ça nous fait aussi nous grandir. Donc, y a les diffuseurs ont énormément aussi participé à cette volonté de mieux connaître le métier, de mieux en comprendre les aspérités. Et donc, du coup, ça a aussi entraîné les auteurs à davantage fouiller des personnages et des procédures. Moi, je trouve que la procédure, je trouve que c'est un livre ouvert de dramaturgie. Je le lis comme ça, donc je trouve que c'est assez génial à utiliser. Voilà. Je voudrais dire aussi que la série a amené aussi ce nouveau rapport au temps pour les personnages, où d'un coup on pouvait les aborder presque dans une forme assez, qui se rapprochait du roman. Et
c'est vrai que la culture des séries qui est arrivée, alors vous parliez d'HBO, et pour moi, c'est effectivement la référence. Aujourd'hui, c'est plutôt ce que je vais avoir tendance à regarder parce qu'il y a toujours cette exigence et ça a été les premiers qui ont donné les pleins pouvoirs aux showrunners, aux gens qui développaient les séries. Donc ça a changé aussi le rapport, le rapport qu'avaient les chaînes en fait à la série à cette époque-là. Et il fallait effectivement développer beaucoup plus de l'intériorité des personnages. En tout cas, il y avait ce terrain qui s'ouvrait. Et je pense même que ça a influencé le cinéma, même dans un temps beaucoup plus court et dans un temps beaucoup plus resserré. Je crois qu'aujourd'hui, on s'intéresse aussi plus au développement psychologique des personnages dans les films. En tout cas, c'est comme ça que le cinéma se renouvelle aussi. Et je crois qu'il y a cette interdépendance entre les séries et le cinéma qui ont permis cette ouverture. Il y a aussi ça. Merci beaucoup. Effectivement, à IT, on a peut-être qu'on peut se dire qu'on dépasse peut-être la caricature. Alors, on avait évidemment aussi des œuvres très subtiles et très, bien sûr, hein, mais on dépasse peut-être le clivage, en tout cas la vision malheureusement classique qu'a souvent le grand public du rôle de l'avocat, de la personne poursuivie, c'est-à-dire quelque chose de très binaire pour entrer dans une complexité et en réalité quelque chose qui dépasse le pour ou le contre, et ce qui est souvent difficile à faire, à transmettre et à faire transparaître au quotidien. C'est-à-dire que c'est vrai que les avocats sont constamment questionnés toujours sur la légitimité d'une certaine manière de leur profession. Hein. C'est toujours assez étonnant d'ailleurs, mais je crois qu'il n'y a pas un avocat qui n'ait pas été questionné sur mais comment faire, comment vous pouvez défendre, parce que c'est toujours cette vision assez... non pas caricaturale, je crois que c'est assez naturel en fait, hein, instinctivement. C'est vrai que le positionnement de se mettre aux côtés d'eux, parler pour celui qui vraisemblablement affranchi, a commis le mal, c'est vrai que naturellement, voilà, l'instinct fait de réprouver cela et donc de mettre l'avocat dans une espèce de l'associer à son client. Et peut-être que ce que vous apportez aussi, c'est cette complexité-là sur le rôle de chacun et la nécessité justement du rôle de chacun dans une société telle que la nôtre. Mais d'ailleurs, je me tourne aussi vers l'avocate et la journaliste. Je crois qu'on peut dire que la réalité, d'ailleurs, va souvent plus loin que la fiction. C'est-à-dire que qui aurait... enfin, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais qui aurait pu, en pure fiction, imaginer Sambre ? Vous voyez, en pure fiction, 30 ans, un violeur qui opère sur une zone très limitée, qui aurait pu imaginer en pure fiction, j'entends le petit Grégory, c'est-à-dire que, mais je vous demande un peu votre avis, en prise avec le réel comme vous l'êtes, journaliste et avocat, en fait, la réalité va bien au-delà, souvent. Alors, la réalité va souvent bien au-delà de la fiction. Moi, je m'en suis aperçue. Donc, Sambre, j'ai d'abord fait une enquête journalistique, un livre, et après, il s'est agi de l'adapter en fiction. Et je me suis effectivement j'ai heurté à cette phrase que je pensais en fait une banalité. La réalité dépasse la fiction. Je pense que c'est une phrase comme ça. Et en fait, oui, effectivement, on se heurte à ça. Et je pense que pour le coup, la série Sambre, en termes de gravité de certains faits, est très en deçà de la réalité. C'est lié à beaucoup de choses, mais aussi à la puissance de l'écriture cinématographique et de l'écriture pour l'image, où tout est décuplé. Et par exemple, je prends cet exemple-là, évidemment, sur lequel j'ai travaillé, Sambre, dans le livre, dans l'enquête, je travaille beaucoup sur la question de la répétition, puisque c'est un criminel, une histoire de criminel en série. Et de la description de ce que sont des violences sexuelles, des agressions sexuelles et des viols, et avec un effet peut-être de saturation, enfin quelque chose de très intranquille pour le lecteur, et qui était totalement impossible à mettre en scène dans une écriture scénaristique. Parce que la représentation de la violence à l'image, elle aurait colonisé de manière beaucoup trop violente le spectateur, et on n'aurait pas vu le reste. En fait, il
y a des choses qui sont décuplées à l'image et qu'on est obligé de gérer. Donc, effectivement, j'en parle parce que j'ai été réellement extrêmement surprise. Je pensais que en fiction, on forçait le trait, alors qu'en réalité, on est obligé de soulever le crayon parce que l'image a une force que n'a peut-être pas l'écrit, enfin une force différente en tout cas de frapper. Après, qui aurait pu imaginer un homme qui viole pendant des décennies, des dizaines de femmes, on aurait tous pu l'imaginer si on avait voulu voir ce qui se passe dans notre société depuis assez longtemps en fait. Donc c'est pas la fiction qu'il n'a pas imaginé, hein. C'est que c'est l'histoire de cette histoire et de plein d'autres, c'est qu'on voit que ce qu'on veut voir. Voilà. C'est vrai que c'est ce que vous avez. C'était un peu ma question suivante, mais du coup, je rebondis tout de suite. Lorsque vous vous étiez exprimé, évidemment, sur la série, vous aviez expliqué qu'il s'agissait presque de dépasser, enfin, je crois, hein, c'est ma compréhension, dépasser le cas, même s'il est évidemment extraordinaire par toutes ses caractéristiques, par sa répétition, par son horreur, mais que c'est aussi, par ce travail-là, l'occasion de mettre la lumière sur, d'une certaine manière, l'état aussi de la société, le regard de la société. En l'occurrence, là, ce sont les violences sexuelles, d'une certaine manière que l'on n'a pas voulu voir, puisque dans la série, avec ces 6 regards, on voit effectivement comment on passe à côté, et peut-être que ça traduit aussi d'une certaine manière, non pas la volonté de passer à côté, mais une forme de mise à l'écart, en tout cas, voilà, à dessein quasiment, de minorer cette réalité. Oui, la fiction a ce pouvoir-là, effectivement, de pouvoir s'extirper un peu du cas particulier de cette histoire-là pour la rendre, alors j'aime pas trop ce terme qui est parfois employé à tort à travers, mais plus universelle. Et en réalité, alors moi, je fais pas trop partie des gens qui pensent que le fait divers fait société. C'est parfois vrai. Là, en l'occurrence, je pense que c'est vrai. Mais c'est pas toujours le cas. Et enfin, on voit bien dans l'utilisation qui est faite de cette idée-là que le fait divers fait société et doit d'ailleurs faire loi juste après une utilisation politique qui peut être extrêmement dangereuse. Mais il se trouve que sur cette histoire-là, on peut, par le temps qu'elle a pris, les 30 années, par le nombre de victimes, par le nombre de professionnels aussi de justice qu'elle a impliqués, que ce soit des policiers de commissariats locaux, de la police judiciaire, de nombre de magistrats, enfin en l'occurrence c'était que des magistrates, mais on peut commencer à monter un petit peu en généralité et à se poser la question de ce qu'on appelle des dysfonctionnements systémique. Et pour le coup, la fiction, elle permet encore de monter un étage supérieur et effectivement de se détacher un tout petit peu de ce cas particulier, de cette réalité, pour interroger quelque chose de plus large. Voilà. C'est un peu le paradoxe de la fiction. Moi qui ai pour le coup les 2 casquettes sur cette histoire, c'est que la fiction, ça permet aussi d'interroger des territoires qui sont très difficiles à atteindre par le journalisme, enfin, je trouve, qui sont notamment la question de l'intime. Or, l'intime, là, c'est au cinéma, à l'image, c'est le lieu, quoi, les personnages. Et il se trouve que c'est aussi l'endroit quand on s'intéresse à la question du viol. Et donc, pour cette histoire-là, la fiction était extrêmement intéressante comme outil de grille de lecture, en fait, et de restitution de cette histoire-là. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, Vanessa, sur la légitimité de la profession à travers la fiction. Parce qu'en fait, il ne faut pas, à mon sens, en tous les cas, c'est comme ça que je perçois, la fiction, ce n'est pas un documentaire. Et un documentaire peut suivre effectivement un avocat et voir la complexité de ce qui est. Justement, la légitimité, si on regarde Engrenage, ce que je l'ai vécu en direct, quand on voit le personnage de l'avocat Joséphine Carlson, non après la diffusion où j'avais collaboré, j'ai quand même eu... ça a été limité,
mais il y a quand même dans le regard de certains se demandant si j'avais pas les pratiques de l'avocate de la fiction. Or, elle est totalement, enfin quasiment à 90% dans l'illégalité, et c'est un autre débat qui peut être intéressant, c'est la fin justifie-t-elle les moyens. Mais justement, ce qui était intéressant dans la fiction, en tous les cas, comme moi je le percevais dans la collaboration avec Anne et ce que demandait Anne, c'était l'exigence de dire ce qu'on l'on raconte, c'est possible. Mais c'est pas parce que c'était possible qu'on était légitime à le faire. Et c'était ça la subtilité, c'était pas du tout un documentaire. On racontait, et le deuxième élément qui était intéressant, c'était justement ce qui vient d'être dit, c'était l'intimité. C'est l'avocat qui court dans tous les sens, qui tout d'un coup croit bien faire et qui croit mal faire, et puis parfois qui croyant bien faire va franchir. C'était ça. Mais justement la difficulté, et quand on regarde une fiction américaine, je pense que les téléspectateurs se disent pas forcément c'est les avocats français. Et en revanche, la difficulté pour nous avocats, c'est que quand ils voient une série française, et quand ils voient notamment Engrenage, et je ne parle pas non plus de 66.5, mais il y a une scène où elle va dans la cité voir un témoin, ce qui est totalement interdit, et évidemment avec Anne on était conscientes l'un et l'autre, mais il y a aussi la désir de fiction par rapport à désir de réalité, et il y a des choses qui sont faites, donc ça reste une fiction. Donc les gens, évidemment ceux qui sont avocats voient bien que c'est une fiction, mais il faut faire attention, c'est pas du tout le documentaire. En revanche, je voudrais revenir aussi sur un autre point, sur tout à l'heure, sur est-ce que la réalité dépasse la fiction ou la fiction dépasse la réalité. Moi je dois dire que pour être pénaliste depuis maintenant de très nombreuses années, je n'ai pas la réponse à cette question, parce que malheureusement j'ai vu, et comme tous les pénalistes, on a vu des gens qui ont pu être influencés par la fiction dans l'horreur du crime. C'est-à-dire, je pense à une affaire qui avait eu lieu en province, et des jeunes avaient fait des choses atroces, et ils étaient et on le voit malheureusement, notamment par les mineurs actuellement, sur la violence, l'utilisation des armes, sur l'influence des jeux vidéo, ce qui veut dire, et ceux qui regardent aussi à la télévision, parce que là, je ne vais pas parler d'un cas plus que ça, parce qu'il est couvert par le secret de l'instruction actuellement, mais des jeunes qui, regardant la télévision, n'ont plus de limite entre ce qu'est un être humain. Et donc, tirer, ça leur paraît totalement normal. Et donc, pour répondre à la question, moi, en tous les cas, je ne pourrais pas y répondre, parce que j'ai vécu les deux cas. La fiction peut être bien au-delà dans l'horreur de la réalité. Et la réalité, comme tu l'as parfaitement dit, peut être aussi bien au-delà de ce qu'on peut penser. Ça dépend du quand on se place et qui regarde et qui est influencé par quoi. Par exemple, les détenus, c'est vrai que beaucoup de détenus passent leur temps à regarder la télévision. Il y en a, c'est un très 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 grand classique, puisque vous l'avez pour avoir vécu, un très grand classique dans les gros voyous, c'est par exemple le film de Hit, la course-poursuite. Je ne vais pas le citer parce que c'est pas le lieu d'être, mais ça a inspiré quelqu'un qui est passé aux assises et qui dit que justement, il a été inspiré dans son parcours criminel par le cinéma américain. Donc, vous voyez que la limite entre... Puis ça dépend de quel crime on parle. Est-ce qu'on parle de crime sexuel? Est-ce qu'on parle de crime de droit commun? Mais il y a un autre exemple, alors là, je peux citer que tout le monde connaît, c'est Pablo Escobar. Pablo Escobar en Colombie, on l'aime, on l'aime pas, on apprécie, on n'apprécie pas, c'est même pas la question. Mais là où il a vécu, c'est un lieu touristique. Et ça a influencé, les séries américaines notamment, ont influencé, et il y a même dans des dossiers de stupéfiants, des gens qui ont pris le surnom de Pablo Escobar. Donc la limite entre fiction et réalité, moi je ne suis pas tout à fait d'accord que dire l'un tire vers l'autre. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Et puis enfin, j'insiste sur, et c'est ça qui est compliqué, en tous les cas, moi ce qui m'a marqué depuis toutes ces années, c'est, en tous les cas je l'ai découvert grâce à Anne, c'est de comprendre pourquoi en France, les scénaristes ou les chaînes de télévision ne faisaient pas appel à des avocats. Enfin, je parle d'avocats en ce qui me concerne, mais entre guillemets à des experts. Un magistrat, un médecin pour l'autopsie, etc. Et en fait, on est quelques-uns, je ne suis évidemment pas la seule, et heureusement à avoir contribué à des films ou à des séries, mais c'est de se demander pourquoi. Et en fait, c'est à l'image de ce qu'on est comme avocat, c'est que chacun est cloisonné dans son monde. J'ai pu voir avec Anne que Anne, évidemment, par son milieu, connaît plein d'auteurs, plein de scénaristes, plein d'acteurs. Et moi, quand je suis rentrée un petit peu dans ce milieu-là, tout le monde se connaissait, mais en revanche, eux ne connaissaient pas mon milieu. Et je pense que ce qui a fait aussi, en tous les cas pour Engrenage, la grosse différence, c'est que Anne, même si elle était très curieuse, s'est dit je vais contacter ce qu'elle a fait, des policiers, des magistrats, des avocats. Et je pense que... mais voilà, il faut faire cette démarche. Et c'est vrai qu'on se demande à l'heure actuelle, parce que moi, quand j'en parle, il y a plein d'avocats qui me disent « Moi, j'aimerais bien être consultant. » Et ils me demandent comment tu as fait. Moi, c'est un peu le hasard des circonstances. Je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. Mais je pense que s'il y avait un appel à faire quelque part, c'est justement que les gens se rencontrent. Parfois, nous, maintenant, enfin, je dis moi, chez les panélistes, on nous appelle
appellent pour dire on voudrait faire un documentaire, est-ce qu'on peut vous suivre? Et c'est toujours le même problème. C'est pas qu'on veut pas qu'ils nous suivent, mais on peut pas faire rencontrer un entretien avec un client, c'est confidentiel. Aller en prison, c'est pas possible. Donc après, c'est soit on fait un documentaire sous certaines formes, soit une fiction. Mais c'est vrai que je pense que ça nourrit en tous les cas. Moi, ça m'a énormément nourri de rencontrer évidemment Anne, mais elle le sait déjà, mais aussi de nourrir les acteurs, parce qu'il y a aussi ça qui a été phénoménal pour moi, c'est que quand 66.5, ça a vraiment été un révélateur pour moi, le choix des acteurs. Les gens, quand ils voient les films, ils se disent, enfin, ils se disent pas, ils disent, c'était évident que l'avocat, c'était un tel, c'est évident que le commissaire de police, c'est Caroline Proust, c'est évident que c'est Alice Isas pour la dernière. Et en fait, pas du tout, parce que Alice Isas, c'est une actrice, c'est Anne qui a choisi. Et je veux dire, il faut faire le bon choix. Parce qu'après, dans l'écriture, on peut porter un personnage. Et après, le personnage, il faut qu'il colle à l'acteur. Et moi, j'ai trouvé que c'était un travail vraiment... c'est un vrai travail d'ailleurs. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait plein de films où je disais, bah oui, dans telle série américaine, c'est toujours lui qui a assuré ce rôle-là. C'était une évidence. Non, c'est pas une évidence. Mais donc, Vanessa, je pense vraiment... C'est ça, c'est l'interaction entre les professions. Et le dernier point, c'est sur la légitimité de notre profession. C'est vrai que c'est une question qu'on régulièrement au pénal, mais c'est vrai dans toutes les spécialités d'avocats, mais c'est plus criant pour les pénalistes. Pourquoi? Parce qu'on est tout de suite au contact avec l'humain et on est tout de suite au contact avec un drame, qu'on soit partie civile ou qu'on soit pour un accusé dans un crime sordide. Mais souvent, on tombe dans la caricature parce qu'on ne voit pas les intermédiaires. Les petites affaires qui pourrissent la vie des gens, le harcèlement, la menace, la violence du voisin, par exemple. Et donc, de raconter ces histoires, en tous les cas, c'est comme ça que je le perçois. Si on vient me demander pour faire un documentaire, je ne dirais pas du tout les mêmes choses que j'ai racontées à Anne. Parce que Anne, pour moi, je l'ai déjà dit, ça a été une récréation. J'ai pu fantasmer des choses. J'ai pu, je le dis sans aucune difficulté, fantasmer des défenses. Et j'ai pu dire des choses à Anne en disant, si j'étais pas avocate et que j'avais pas tout ce secret, tout ça, carrément, voilà ce que je ferais. Et je pensais souvent à un film, et pardonnez-moi, évidemment, je suis avocate, donc je suis trop bavarde, mais il a été repassé à Tours il n'y a pas longtemps, c'était Claude Lelouch qui avait pris une de ses actrices, et vous vous rappelez, il y a une scène totalement fantasmée d'une cour d'assises où l'avocate plaide, et en fait, elle est nue sous sa robe, et puis elle commence à se déshabiller. Et ça, c'est vraiment, voilà, de participer à participer, que ce soit une toute petite scène ou une grande scène, ça permet à l'avocat de se libérer en restant entre guillemets dans les clous, c'est la difficulté. Mais c'est pas un documentaire. Et donc je crois pas en tous les cas que pour les avocats, en tous les cas pour 66.5 et pour Engrenage, je suis pas forcément. Le problème, c'est que les gens ont pu penser que certains, je parle des avocats, mais je parle même pas des policiers, parce que les policiers dans Engrenage, alors là, ils violaient en permanence, ils vont chercher des scellés, ils changent des scellés, enfin ils font des trucs de dingue, et c'est pas, et on sait que ça existe. Ce qui était intéressant, c'était dans le rapport humain, mais c'est pas révélateur, c'est pas quand on regarde les séries auxquelles moi j'ai participé, j'en ai totalement consciente, et Anne aussi, on se dit pas, voilà ce que c'est un bon avocat, voilà ce que c'est un bon magistrat. C'est plutôt de montrer, me semble-t-il, les failles, les contradictions et l'envers du décor. Oui, merci Clarisse de rappeler tout ça, parce que c'est vrai qu'on a quand même vécu des sacrés moments. Mais avant tout, dans la fiction, ce qu'on met en avant et ce qu'on développe, c'est des personnages. Et c'est pas parce qu'un personnage fait telle action que dans la réalité, l'avocat fait cette action. C'est d'abord ce qui constitue le personnage. Je pense à Joséphine Carlson dans Engrenage. C'est vrai qu'elle a été créée pour, pardonnez-moi l'expression, mais emmerder le système, quoi, si on peut dire. Elle déteste les policiers, elle déteste les magistrats, et elle est tout le temps dans l'opposition. C'est une femme solitaire, en colère. Et c'est Joséphine Carlson, point. C'est pas Clarisse, c'est pas. Je me suis pas inspirée non plus d'une avocate. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai écrit Engrenage, je le précise. Donc, elle existait avant que, elle était née avant que j'arrive sur la série. Mais en revanche, c'était un personnage inspirant parce que justement, elle était contre tout le temps. Elle était dans la manipulation. C'était vraiment le caillou dans la chaussure des juges et des policiers, et voire même aussi parfois des voyous. Et en fait, c'est quand même assez génial d'avoir une héroïne qui se croit tout permis, qui ose tout. Et je comprends que Clarisse, de temps en temps,
voilà, c'est très excitant de se dire waouh, quoi. Il y a des héros qui ont le droit de faire des choses que moi, je n'ai pas le droit de faire. En revanche, c'est vrai que quand on travaillait avec Clarisse et que je l'interrogeais, en fait, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'a le droit de faire l'avocat. Et souvent, j'ai dit à Clarisse, j'ai dit, qu'est-ce que tu ferais toi? Bon, voilà. Donc, elle sait me répondre. Elle dit, moi, je ferais ça. Mais après, la question suivante, c'est, et est-ce que le personnage pourrait faire ça? Oui, il pourrait faire ça. Donc, en fait, on est tout le temps dans un dialogue, d'échange, de construction, et ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre même l'essence de ce qu'est un avocat. Et pareil pour les policiers et les magistrats, mais j'ai passé plus de temps avec Clarisse qu'avec des juges, beaucoup avec des flics aussi, mais beaucoup avec Clarisse, parce que la particularité, c'est que les audiences sont publiques, donc d'assister à un procès, enfin, c'est quand même incroyable d'assister à un procès, parce que tout le monde se met à nu, avec plus ou moins de retenue d'ailleurs, et il se passe tellement de choses, et c'est toujours inattendu, et moi je sais que j'ai passé des journées d'audience, mais j'avais l'impression d'avoir changé de vie, quoi, de m'être extraite du monde, et en fait ça me plaisait assez, et notamment quand Clarisse parlait du procès qui a inspiré quand même une grosse partie de la saison de 66.5. C'était un procès qui a eu lieu à la GIRS. C'est 15 jours d'audience, mais moi j'étais ailleurs. D'abord parce que c'est des gens qu'on ne connaît pas, et puis qui vont commencer à raconter leur vie. Et puis il y a des magistrats qui vont leur dire, bon ben voilà, vous êtes accusé de ça. Et puis il y a les avocats qui interviennent. Et on parle d'une affaire où il y avait quand même beaucoup de prévenus. Il devait être 8 ou 9 peut-être. Et c'est assez passionnant parce que, enfin, moi j'ai des images très fortes de Clarisse et une de ses consoeurs. En fait, il y avait beaucoup d'avocats masculins, mais il y avait surtout Clarisse et une de ses consoeurs, et c'était tout le temps elle qui montait au créneau. Et en fait, ça donne une couleur à l'audience quand ces deux femmes se levaient en premier, intervenaient les premières, disaient non, ça ne s'est pas passé, non, je ne suis pas d'accord, non, vous ne pouvez pas dire ça. Évidemment, moi j'étais aux premières loges, je me disais mais il y a un truc qui est en train de se passer sous mes yeux, et sans parler évidemment des voyous qui m'attendaient au tournant pendant les suspensions, et qui se demandaient un peu ce que je faisais là, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de public, et qui pensaient que j'étais journaliste, et quand j'ai dit que j'étais scénariste, le rapport a changé. Voilà. Et donc ils ont commencé à me parler un peu différemment, et puis c'est comme ça que je leur ai proposé, pour 2 d'entre eux, ceux qui avaient été le plus condamnés, de devenir consultants. Et il y en a un que j'ai été voir en prison. J'ai fait une lettre à la directrice de la prison de Nanterre, mais entre-temps, il était passé à Réau. Et j'ai pu aller faire des parloirs à Réau avec lui, et c'était assez dingue, quoi. Enfin, il y a un moment, si on veut écrire de la fiction inspirée du réel, il faut mettre les mains dedans, et je trouve que ça fait partie de cette chance qu'on a, nous, dans nos métiers, de fabriquer du faux avec du vrai. Et ce faux-là, enfin moi je sais que c'est toujours des rencontres humaines, et sans excuser le moins du monde ce qu'ils ont fait, mais j'ai vu quand même que derrière ces trafiquants de stupes, il y a des gars que je trouvais hyper attachants, quoi. Voilà, et moi ça m'émeut assez en fait de voir cette face, cette part humaine de ces gens qu'on juge, et que la société condamne à juste titre, hein, mais voilà, mais c'est une chance, je trouve, de pouvoir accéder aussi à ça. Merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses et c'est passionnant. J'adore. Non, mais vous mettez la lumière en fait sur la complexité en réalité et c'est ce que j'entendais tout à l'heure c'est-à-dire que ça montre au-delà d'une caricature de l'avocat, de ce qu'est un avocat, de ce qu'est un magistrat, de ce qu'est un policier, de ce qu'est un coupable. C'est aussi la complexité de chacun en fait dans son rôle. Et c'est vrai, la fameuse réalité qui dépasse la fiction, c'est pas effectivement une réalité ou une fiction qui se nourrirait forcément de la fiction, mais c'est de se dire que parfois, d'une certaine manière, les faits divers
vont bien plus loin que ce que la fiction ose montrer. Parce que le scénariste qui viendrait avec peut-être le petit Grégory sous le bras, peut-être qu'on lui dirait mais attendez, c'est peut-être pas totalement crédible, tout cet enchevêtrement sur des années, c'est peut-être pas totalement crédible. Et en fait, on voit que le vrai, d'une certaine manière, dépasse aussi ce qui semble crédible. Alors effectivement, la représentation de la justice à l'écran, on n'est pas là dans le documentaire, en tout cas à travers les séries, à travers le cinéma, on n'est pas dans le documentaire, mais peut-être qu'on peut ou pas y voir quand même si ce n'est une fonction, une mission, en tout cas une forme d'information quand même, lorsque dans Sambre, on a ces différents regards. Et vous disiez, je crois, à ce sujet, je montre ces personnages qui ont chacun un supplément de quelque chose. Voilà, ça informe aussi, on franchit, entre guillemets, la classification un peu classique. Alors voilà, comment je me représente l'avocat, comment je me représente le magistrat, le policier, mais on voit tout d'un coup ce magistrat qui a, non pas une sensibilité supplémentaire, mais peut-être... se sent peut-être davantage concerné, un expert qui va avoir une compétence supplémentaire. Donc peut-être qu'il y a aussi une mission, en tout cas, non pas une vocation, mais malgré tout, par-delà ce qui est donné à voir au public, c'est aussi une forme d'information. Oui, parce que ça permet de montrer ce qu'on disait tout à l'heure, des fonctionnements, et le fonctionnement d'une institution, c'est pas seulement des fonctions qui interagissent entre elles, c'est des êtres humains, ça paraît un peu bateau de dire ça, mais qui agissent donc avec leur complexité de personnages. Et ce que je trouve intéressant dans la fiction, c'est de pouvoir effectivement sortir des personnes de leurs fonctions et de leur rendre leur statut de personne. Et dans Sambre, par exemple, on s'intéresse effectivement à un moment, au deuxième épisode, à point de vue d'une juge d'instruction. Oui, je suis désolée, j'ai fait une série sur la justice avec 0 avocat. Pardonnez-moi. Mais bon, il y a une juge d'instruction. Cette juge d'instruction, moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer quel était aussi son rapport. Elle sort de l'ENM, elle arrive dans un coin à l'autre bout de la France où elle connaît personne, où elle doit interroger des personnes. Elle ne parle pas le même langage parce qu'elle vient pas du même milieu. Et elle n'a jamais été confrontée à ça, elle n'a pas été formée pour ça. Et moi, ça m'intéressait, par exemple, et ça, pour le coup, la fiction, ça permet ça, de savoir, par exemple, cette jeune juge d'instruction, comment elle va réussir ou pas à établir un dialogue avec une femme qui n'a rien de commun avec elle, à part d'être une femme, mais c'est déjà énorme sur le sujet, qui est en état de choc post-traumatique, victime d'un viol. Et en fait, dans la fiction, on peut montrer que ce dialogue, il ne se fait pas parce qu'elles ne parlent pas le même langage. Parce que tu disais, Anne, elles ne poursuivent pas le même but. Évidemment, une juge d'instruction, elle cherche elle enquête, et la victime qui est là, elle cherche, personne ne lui a parlé jusqu'ici, et elle cherche une oreille attentive. Et en plus, elle voit que c'est une femme, et elle va chercher elle va espérer quelque chose qu'elle n'aura pas forcément, parce qu'il y a des dialogues impossibles qui vont faire ensuite dérailler et dysfonctionner une enquête, et ça sur des décennies. Et je trouve ça intéressant, cet effet papillon sur des petits rapports humains qui dysfonctionnent et auxquels on est tous confrontés, et qui vont arriver, en l'occurrence dans Sambre, à une catastrophe judiciaire. Et ça, je crois que vraiment, il n'y a que la fiction pour pouvoir être à ce niveau-là. Et si je reprends cette histoire de la juge d'instruction, par exemple, une des thématiques de Sambre, évidemment, c'est lié au sujet. Ça tient beaucoup à ce qu'on fait de la parole des femmes. Et moi, je ne voulais pas que cette question-là, elle soit traitée de manière binaire, comme on l'entend souvent, c'est-à-dire une victime gentille contre un policier méchant ou un peu con, pour dire les choses, et que si cette parole n'a pas été entendue, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus complexes autour. Et voilà, dans une série de fiction, et particulièrement ce que tu disais, dans une série où on a de l'espace et du temps, on peut rendre compte
de cette complexité. Et par exemple, on voit bien, si je reprends ce personnage, pour celles et ceux qui ont vu la série, de cette juge d'instruction, qu'elle-même, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, à ce moment-là de sa vie, c'est compliqué de faire entendre sa parole. Elle crie un peu dans le vide quand elle contredit un homme, surtout s'il a une fonction au-dessus d'elle, ça se passe mal. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir distiller ça et ça, effectivement, dans un documentaire ou dans le récit journalistique. Moi, je viens de la presse écrite. C'est pas des choses qu'on peut forcément restituer, et on a cette liberté-là, effectivement, avec la fiction. Et après, je voulais juste revenir sur quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, sur la question, on parle des consultants, sur la question de la crédibilité, de la vraisemblance, qui n'est pas exactement la même chose. Et en même temps, évidemment, il faut la fiction, elle n'est pas là pour rendre... on n'est pas les greffiers, pour prendre une expression de votre monde, du réel. En fait, on est là pour raconter des histoires, le sublimer, et c'est pas très grave que on ne restitue pas toujours fidèlement la manière de fonctionner du réel. Heureusement qu'il y a, je sais pas, heureusement ou pas heureusement, qu'il n'y a pas des Caroline Carlson partout, mais Joséphine, oui, pardon, oui, exactement, les chorégraphes. Je prends un exemple assez récent, Anatomie d'une chute, la partie judiciaire, elle n'est pas crédible. Et alors, il y a même des fonctions inventées, là, ce truc génial, la nounou judiciaire là, qui garde l'enfant. Et en même temps, ça apporte quelque chose d'incroyable. Et donc, voilà, ça dépend un petit peu de pourquoi on écrit, quoi. Merci beaucoup. Moi, je suis plus ou moins d'accord, pardon, je réagis, parce que, en fait, ça dépend ce qu'on veut faire passer comme message. Ça dépend ce qu'on veut faire passer. Moi, ce que je dis pour les experts, c'est normal que je prêche quand même pour ma paroisse, hein, ça me paraît, j'avais pas dit le contraire, mais c'est surtout aussi que je trouve que, encore une fois, même si on raconte des choses un avocat ne devrait pas faire, on raconte des choses qui se font. Et donc parce que les gens regardent beaucoup la télévision, et donc c'est vrai qu'il y a des films, il y a un choix qui a été fait, le propos est très intéressant, mais après, les gens, ils arrivent en salle d'audience et ils ne comprennent plus pourquoi c'est pas cette procédure-là. Et donc, c'est compliqué d'expliquer si c'est des gens qui se disent « je vais aller voir le film pour tel ». Et puis, il y a aussi autre chose, on n'en a pas du tout parlé, et moi, c'est mon grand désespoir, je l'ai dit pas plus tard que hier soir au barreau de Nanterre, mon grand désespoir, c'est qu'il fut un temps où on avait des chroniques judiciaires, c'est-à-dire que les journalistes judiciaires suivaient un procès, ils ne peuvent pas suivre tout, on est bien d'accord, mais d'un procès de A jusqu'à Z. Ce qui fait que quand on lisait, même quand on n'est pas dans le dossier, mais on lisait pour s'intéresser. Donc on lisait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et les très bons journalistes de presse écrite, justement, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils n'étaient pas dans l'urgence, ils étaient dans l'urgence du papier, mais pas dans l'urgence du flash, et ils avaient les mots, avec le recul qui était le leur, pour dire un policier a flanché, ou un témoin s'est mis à pleurer, ou on s'est senti... ils arrivaient même à donner de la voix à des sons. Et moi, je trouvais ça incroyable de donner de la voix d'un silence d'une audience. Et là, le problème qu'on a, j'ai déjà dit aux journalistes judiciaires, ce que je dis, je l'ai déjà dit, et d'ailleurs, ils me l'ont expliqué, c'est que les rédacteurs en chef, toujours le même problème, n'ont plus les moyens de donner des journalistes qui vont du début jusqu'à la fin. Donc, c'est pas du tout une critique sur le métier de journaliste, c'est au contraire un désespoir. Et je trouve que la fiction ou le film... je ne parle pas du documentaire, mais ça a un avantage qui est suivant, c'est que ça a donné à des gens d'avoir envie d'aller dans les audiences et de se faire leur propre idée. C'est pour ça que moi, je reste quand même viscéralement attachée à ce qu'il y ait un conseiller pour dire, vous racontez tout ce que vous voulez, mais au moins, je suis désolée, mais le coup de la nounou de l'enfant, après, les gens vont pas comprendre s'ils disent mais il est où la nounou pour mon enfant parce que on croit que j'ai tué mon mari, mais moi non mais voilà, on se retrouve à difficulté. Après, s'il n'y a pas la nounou, mais qu'on raconte parce qu'en plus c'est d'une violence inouïe ce qui se passe pour l'enfant dans l'audience. Moi je fais pas, mais tous les confrères qui font du droit des mineurs et du droit des enfants, c'est tellement une tâche à gratte que voilà. En tous les cas, au moins le film a permis un temps de pallier à ce qu'on n'a plus aujourd'hui. On est beaucoup d'avocats à le regretter. Quand il y avait des avocats, des journalistes qui suivaient du début jusqu'à la fin des procès, c'est vrai qu'on avait aussi un autre regard que maintenant à ce qui se passe. Vous le savez tous, le premier jour ils viennent et ils viennent au jour peut-être un peu important selon eux, plus les réquisitions. Et alors là, les avocats de la défense et d'ailleurs avocats de partie civile ont
totalement disparu des comptes rendus. C'est pas qu'il s'agit de dire que la plaidoirie a été super, c'est pas ça le propos, mais c'est de dire aussi une autre parole, une autre lecture, et surtout pourquoi? Parce que on l'a dit au tout début, et vous l'avez dit parfaitement tout. En fait, la justice, on est tous concernés. C'est ça le problème qu'on a, c'est qu'on est tous concernés, mais il faut que les gens, et on l'a tous vu, les gens ils sont les premiers à dire il faut rétablir la peine de mort, la justice est laxiste, et le jour où ils ont affaire à la justice, alors là, ils disent mais comment ça se fait que j'ai pas le jugement là et qu'il faut attendre 6 mois pour l'avoir? Comment ça se fait que pour divorcer il faut attendre 1 an? Comment ça se fait qu'au prud'homme? Donc dès qu'ils sont confrontés à la justice, là ils commencent à s'intéresser. Et donc moi je trouve au moins que les fictions, c'est aussi une volonté, c'est parce qu'on a envie de raconter, mais si ça pouvait au pallier ce que nous on n'a plus, ces fameuses carences, bah, les gens s'intéresseraient à la justice. Et je pense que dans la réflexion générale, d'ailleurs on le voit, il y a beaucoup de professeurs des collèges, en tout cas de plus en plus, qui amènent leurs enfants, leurs collégiens, leurs élèves, pardon, les voit, oui. au moins une fois voir l'école. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé, qui ne se faisait pas il y a 20 ans en arrière. Mais les journalistes, eux-mêmes le regrettent. Il y a beaucoup de journalistes qui disent, nous, on aimerait bien couvrir un procès de A jusqu'à Z, mais le rédac en chef a dit, on n'a pas les moyens, il faut couvrir 3 procès en même temps. Et eux-mêmes ont une frustration. Plusieurs m'ont dit, nous, on aimerait bien suivre, par exemple, entendre une partie civile, comme on avait le temps de le faire avant, de suivre des procès, on ne l'a plus. Merci beaucoup. Steven Mitz, est-ce que l'exercice a été le même pour vous? Alors je pense évidemment en particulier au fil, parce que c'est aussi l'actualité. Hein. Je le disais tout à l'heure, le barreau a eu le plaisir de diffuser en avant-première la veille de sa sortie. Le rapport à la réalité, Alors le rapport à la réalité, comme vous le disiez très clairement, Clarisse, je crois qu'on a envie d'abord, avant tout, de défendre un point de vue moral, de faire passer un message, et que c'est aussi ça qui fait qu'on va aller dans une direction et qu'on va tordre la réalité. Moi, ce qui était important pour moi, c'était pas, c'était de la. Je me suis permis de la tordre pour la faire rentrer dans quelque chose que j'avais envie de raconter, qu'on avait envie de raconter avec Daniel Auteuil. Mais surtout, en fait, ce qui était important pour nous, c'est de respecter une forme d'authenticité, plus qu'une réalité à proprement parler. Moi, j'ai eu la chance pour ce film de m'inspirer donc d'une affaire qui a été vécue par un avocat assez célèbre qui s'appelle Maître Mo, Jean-Yves Moyard, regretté parce qu'il est parti trop tôt. Il est parti, je crois qu'il avait 53 ans, assez jeune. Et en réalité, ce qui a été une matière cinématographique géniale pour moi, c'est que c'était un homme plein de contradictions. C'était quelqu'un qui, en tant qu'avocat, avait besoin, il le disait lui-même, en grossissant le trait, d'aimer son client. C'est-à-dire de comprendre à quel moment il y avait eu ce basculement entre une personne qui était dans la légalité et ce basculement-là, quand est-ce qu'il est arrivé. Donc, il avait besoin d'entretenir un rapport extrêmement particulier et assez à part, d'une certaine manière, avec son client. Et c'est ça que le film essaye de retranscrire. C'est aussi... pourquoi, quelles sont les raisons personnelles qui font que aussi il a envie de défendre cette personne au point même de la sauver. Ça va être ça tout l'enjeu du film, c'est-à-dire que lui a plus envie de sauver une personne que de la défendre. Et c'est là où il outrepasse un petit peu sa fonction. Et c'est, je crois, dans cette caractérisation-là que le film prend son sens. Parce que je crois qu'une bonne fiction, c'est aussi d'abord c'est des personnages, et des personnages se définissent par leur caractérisation et par leurs contradictions. Et c'est toute cette contradiction qu'on a essayé de retranscrire, en fait, qu'il avait lui-même en son sein, et en tout cas qui raconte très très bien dans ses mémoires, qui sont, ses mémoires, c'est la transcription de tout un tas de cas qu'il a racontés sur son blog, qui ont été compilés en livres. Et moi, voilà, j'ai découvert tout ça. Alors, évidemment, je suis allé voir des procès aux assises. Pour la petite histoire, le premier procès aux assises que je suis allé voir, c'était une affaire qui opposait 2 quartiers différents dans le 19e arrondissement autour d'un homicide. Et j'ai eu donc mon petit baptême de feu parce qu'il y a eu une bagarre générale en plein milieu en plein milieu de l'audience. C'est arrivé et je ne sais pas si vous avez vu de ça, mais bon, je ne sais pas à quel point ça arrive, mais en tout cas, ça a été le premier procès auquel j'ai assisté. Et au-delà de ça, j'ai été fasciné par effectivement toute la dimension cinématographique. C'est de la mise en scène, comme vous le disiez très bien, mais c'est de la mise en scène complexe. C'est de la mise en scène, ce qu'on appelle en dramaturgie des points de vue étoilés, quoi. Et ce que j'apprécie énormément dans les séries sur lesquelles vous avez travaillé, c'est
il y a un principe qui est quand même assez extraordinaire, c'est que tout le monde a sa vérité. Donc, d'avoir l'espace d'aller explorer la vérité de tout le monde, moi, je trouve que c'est fascinant, quoi. C'est véritablement fascinant. Et donc, moi, voilà, j'avais une affaire face à moi, qui est adaptée de faits réels, que j'ai tordu pour ne pas que... En fait, si vous voulez, dans une affaire, en tout cas dans l'affaire moi que j'ai abordée, il y avait tellement de sujets à aborder, c'est un procès pour un féminicide, et il y avait plein de sujets annexes. Et en fait, je voulais aussi, avec le temps qui m'était imparti, en l'occurrence, ça a donné 1h54 de film avec un générique, donc 1h50 à peu près, mais il fallait recentrer sur un sujet qui était le sujet du film. Donc il y avait plein de choses, d'éléments de la réalité qui auraient pu faire diversion par rapport à ce qu'on avait envie de raconter. Et c'est là où, en fait, on s'est concentré sur, comme je vous disais, les contradictions de ce personnage face à ce cas auquel il se retrouvait et les raisons pour lesquelles il a envie d'aimer et même de sauver ce prévenu. Merci beaucoup. Daniel Auteuil, lorsque nous l'avons reçu, nous expliquait que pour se mettre et pour se glisser dans ce rôle-là, il était également allé assister à un procès d'assises. Est-ce que, par ailleurs, vous avez fait appel à un conseiller technique pour s'assurer quand même qu'il n'y ait pas peut-être à droite, à gauche, peut-être des petites incohérences procédurales? Oui, absolument. Oui. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi quelques pénalistes que je trouve extrêmement doués et qui ont pu en fait s'asseoir, enfin qui m'ont donné du temps pour s'asseoir avec moi et répondre à toutes mes questions techniques. Mais c'est exactement ce que vous avez raconté. Est-ce que toi tu ferais ça? Et est-ce que le personnage ferait ça? Et dans quelle mesure il est possible de faire ça? Et si je mens, et si je tords cette réalité, et si je sors de la procédure, est-ce que tu crois que je peux me permettre de le faire? Alors, ce qui était drôle, c'est que moi, quand j'étais tellement chevillé, je trouve effectivement que la procédure, c'est absolument passionnant, et j'étais tellement chevillé à ça que certains avocats qui m'ont aidé donc dans le développement de ce film m'ont dit non, là, t'es trop chiant, en fait. Tu vas enlever ça parce que t'es pas obligé de signer. Enfin, tu perds du temps avec ta scène. Je les ai emmerdés, en fait. Et j'ai coupé justement cette dimension fantasmé, enfin ce rapport fantasmé qu'ils avaient à l'idée de la fiction. Mais pour autant, oui, l'idée était de ne pas trahir ce qu'ils vivaient. Ça, c'était très important. C'est là où il fallait l'authenticité. Et surtout, en fait, de faire en sorte que... c'est très difficile pour moi de vous parler du film parce que il y a des éléments de résolution particuliers, donc j'essaie de ne rien trahir. Mais en tout cas, voilà, de montrer à quel point un avocat peut avoir certaines certitudes qui vont l'induire ou pas en erreur, et que ces certitudes soient humaines, mais qu'elles soient liées aussi à la condition de l'avocat. C'est très technique. Il faut voir le film pour ça, pour voir exactement le rapport à ça. Merci beaucoup. S'agissant peut-être de la place de l'avocat, effectivement, dans la procédure, on a vu la procédure, dans la place de cette représentation judiciaire. C'est vrai qu'on a quand même, on en parlait au début, au commencement de nos échanges, c'est-à-dire qu'il y a une vision très anglo-saxonne. Nous sommes parvenus, vous êtes parvenus, justement à apporter un vrai intérêt en réalité pour cette procédure française dans sa représentation. Et donc cette figure de l'avocat, est-ce qu'il a fallu la déconstruire? Comment vous abordez justement l'avocat? Vous avez fait le choix notamment d'une femme avocate. Est-ce que c'est un choix pourquoi il s'est porté sur celui d'une femme plutôt que d'un homme? Est-ce que ça avait une signification particulière? Est-ce que c'est la représentation de l'avocat justement que vous vouliez peut-être un peu différente ou pas? C'est à cause de Clarisse déjà. Alors, en fait, quand j'ai commencé à travailler sur Engrenage, comme je le disais tout à l'heure, le personnage de Joséphine Carlson était là. Et j'avais déjà une batterie de consultants avec moi, donc des policiers, des magistrats. Je peux vous demander sur quelle saison vous êtes arrivé, pardon? Pardon, je suis arrivée sur la saison 3. Donc j'ai fait 3, 4, 5 et 6. Okay. Très bien. Saisons. Et j'avais choisi un consultant avocat, donc homme, voilà.
Et puis, donc ça, c'était sur la saison 3, en fait, je crois que j'avais quelqu'un qui m'avait été conseillé. Je ne sais plus très bien qui j'avais. En tout cas, sur la 4, j'avais un confrère, un de vos confrères. Et puis, pour des raisons de santé, il a été obligé d'abandonner. Et je me suis dit, en fait, c'est le moment de renouveler mes consultants, en tout cas en ce qui concernait les avocats. Et évidemment, assez naturellement, je me suis dit, mais ce serait plus intéressant pour moi d'avoir une avocate avec moi. Et donc, j'ai fait un casting, tout simplement. Donc, j'avais une amie journaliste qui avait fait un article sur les pénalistes en France. C'était dans le magazine Alibi. Et elle m'a dit, écoute, moi, j'en ai rencontré plein. Regarde la photo. La photo était magnifique. Il y avait... elles étaient toutes là avec leur... je ne sais plus si vous étiez en robe ou pas. Vous étiez en robe ? En civil, en civil. Et elle m'a dit, écoute, je te conseille de rencontrer elle et elle. Et parmi les plusieurs elle, il y avait Clarisse. Donc j'en avais rencontré 2 autres avant. Et c'est pas évident de trouver le consultant, le bon consultant, parce que d'abord, c'est une question de feeling aussi, mais il faut avoir quelqu'un, j'ai envie de dire, de partageur, qui ait envie de parler à la fois de son expérience, qui n'ait pas peur de se faire trahir. Voilà. Et quand on ne connaît pas la personne, moi, je ne peux pas leur en vouloir. À ces femmes que j'ai rencontrées, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient très sur la défensive et voire sur une très, très forte réserve, parce qu'elles se demandaient un peu ce que j'attendais d'elles. Et j'ai tout de suite vu en fait que ça allait pas pouvoir marcher parce que c'était tout le temps moi qui parlais, donc c'était évidemment pas du tout ce que je cherchais, parce que moi j'ai rien à dire pour le coup, et j'avais plus envie que ce soit elles qui me parlent de leur expérience. Et la troisième que j'ai vue, c'est Clarisse. Et là, c'est vrai que je dois dire que ça a changé ma vie, parce que quand je suis arrivée dans son cabinet, elle a commencé à me parler, j'avais même pas franchi encore la porte, et elle a parlé, Clarisse, quoi, voilà, comme on la connaît. Et elle m'a vraiment, mais littéralement embarquée dans son métier, dans sa passion, parce que je pense qu'il faut quand même être passionné par ça. Et je sais que Clarisse, pour l'avoir entendu dire plusieurs fois et même lu, elle est amoureuse de son métier, clairement. Elle aime travailler, elle aime son travail, elle aime défendre, et elle emploie souvent ce mot d'avoir l'honneur de défendre telle personne. Et en fait, cette forme d'engagement, d'investissement profond, de passion et d'honneur à être désigné par un client, tout ça m'a beaucoup parlé. Et là, j'ai commencé à la suivre. Elle m'a embarqué très rapidement dans une audience à Bobigny que je ne connaissais pas, en fait. Je crois que c'était peut-être la première fois que je mettais les pieds à Bobigny. C'était sur une histoire de vol de fret avec des clients gitans. Et voilà, puis elle a commencé à me proposer d'autres audiences. Et de fil en aiguille, je me suis totalement laissée embarquer, littéralement embarquer en fait. Et je sais plus quelle était la question. Voilà, j'étais. Ah oui, pourquoi une avocate ? Voilà. Et donc ça, c'était sur Engrenage. Et puis, après la saison 6 d'Engrenage, en fait, j'avais un peu envie de faire autre chose. Et Engrenage était déjà une série qui était, entre guillemets, une vieille série, puisqu'elle avait été diffusée pour la première fois sur Canal+ en 2005. Et que là, la saison 6, elle a été diffusée en 2017. Donc après, moi, j'ai passé la main à une autre de mes consoeurs qui avait travaillé avec moi sur la saison 6, Marine Francou, qui, elle, a pris en charge les saisons 7 et 8. Et puis la série s'est arrêtée parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir tourner la page, quoi. Et à l'époque, Canal m'avait dit, mais propose-nous une autre série policière, parce qu'Engrenage, ça va s'arrêter un jour et il faut qu'on renouvelle le genre, quoi. Et en fait, je n'y arrivais pas, parce qu'il y a une chose, quand on écrit de la série, notre but à nous, en tant qu'auteurs, c'est de rendre le téléspectateur addict. Mais en fait, on ne parle jamais de l'addiction des auteurs pour leurs personnages. Et moi, j'étais totalement addict à mes personnages, mais vraiment, hein. Et en plus, Caroline Proust, elle habitait à côté de chez moi, donc je la croisais quand même très souvent. Après, on est devenus amis, mais je la croisais au parc, et c'était infernal, parce que j'écrivais ces dialogues dans la journée, je la croisais, je dis le parc parce qu'en fait on vivait près des Buttes de Chaumont, qui était mon terrain en plus de chasse, parce que c'était dans cet environnement-là que je situais mes actions. Donc j'allais dans mon quartier, je choisissais des endroits
évidemment, plus était glauque et plus ça m'inspirait. Le canal de l'Ourcq, enfin, je vivais Engrenage, je respirais Engrenage, et j'ai eu beaucoup de mal à m'extraire de ça. Et il y avait une figure qui était un petit peu à l'écart, et pour cause, parce qu'elle ne faisait partie d'aucune chapelle, si on peut dire les choses comme ça, c'était Joséphine Carlson. Et donc j'ai dit à Canal+, j'ai dit mais en fait je vais pas faire une nouvelle série policière, je vais faire quelque chose sur les pénalistes. Et comme Clarisse à l'époque, elle avait son cabinet rue Madame, et qu'elle avait une clientèle quand même de très gros voyous qui étaient surtout issus du 93, et qu'elle a fait le choix de franchir le périph' et d'aller s'installer dans le 93, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma tête, quoi. Voilà, je me suis dit, mais raconter le parcours d'une jeune avocate qui doit se débattre entre deux milieux, les deux côtés du périph'. Et petit à petit, la chose est née. Je suis partie vraiment du personnage de Roxane Bauer. Et quand j'ai commencé à réfléchir à son personnage, parce que c'est vraiment ça au début qui anime un auteur, j'ai tout écrit à la première personne. Et à l'époque, elle avait 16 ans, en fait. Donc, je m'appelle Roxane Bauer, j'ai 16 ans, Et c'était son histoire avec Bilal. Et j'avais besoin, en fait, de l'ancrer dans une réalité, de la faire sortir de cette réalité, fuir de cette réalité. Après le périph', elle a passé le périph', elle s'est mariée, elle a fait un beau mariage. Et à la faveur d'un événement malheureux, puisque son mari est quand même accusé de viol, elle va retourner dans la cité qu'elle a fui. Et ça, c'était toute la partie intime. Mais après, quand j'ai travaillé avec Clarisse, c'était qu'est-ce que ça veut dire d'être une avocate de l'autre côté du périphérique? Comment sont perçus les avocats qui travaillent à Paris et qui viennent à Bobigny? En fait, c'était toutes ces questions-là que j'avais besoin de lui poser, j'avais besoin de l'entendre là-dessus. Donc, c'est des heures et des heures de conversation, au téléphone, au bureau, à son cabinet, en audience, à déjeuner. Et c'est vrai que je dois dire que Clarisse a été très généreuse à ce sujet. Et je voyais bien qu'elle était... elle avait toujours une anecdote nouvelle à me raconter. Viens, j'ai une super audience là, ça va t'inspirer. Et voilà, donc j'ai l'impression d'être sous perfusion en permanence, quoi. Je voudrais juste rajouter, parce que le personnage avocate, ça me paraissait, alors là, pour le coup, naturel, parce que notre profession est féminisée depuis des années. Et donc, on avait eu sur Engrenage, par exemple, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure mon ressenti sur le fait que nos milieux finalement, il n'y a pas forcément d'interférence. Et je m'en étais rendu compte aussi sur une discussion où il y avait une exigence de dire de Canal+ voulait une certaine forme d'avocat. Et l'image qu'ils avaient, j'avais dit, Anne, je la comprends, mais elle ne correspond pas du tout à notre réalité. Après, il y a eu aussi l'histoire d'une magistrate. Ils ont voulu, pour les histoires de discrimination positive et négative, ils avaient aussi leur propre image de la justice. C'était aussi intéressant de voir ça, parce qu'ils disaient, il faut faire ça parce que le public veut voir ça. Et je disais, Anne, sur le principe, on est d'accord, mais ça ne correspond pas à la réalité. En revanche, pour le personnage de Roxane, d'Alice Aizas, quand Anne m'a dit, c'est une jeune avocate, donc c'était pas moi, j'avais donné des conseils, mais c'était pas moi, c'était pour moi, au contraire, bien, parce que c'était à l'image de notre profession. Et tout à l'heure, Anne disait, voilà, une chaîne de télévision voulait un avocat qui ne défend, par exemple, que des innocents. On sait très bien que nous, c'est pas vrai. Aucun pénaliste, et même pas parlant de pénaliste, mais aucun avocat en France ne défend que des innocents. C'est une aberration. C'est comme notre ancien ministre de la Justice, on l'appelait acquittator. On sait tous qu'il a eu des acquittements, mais il a eu malheureusement aussi des condamnations. Donc c'est aussi une image qui est dévoyée, relayée par des gens qui peut-être idéalisaient. En revanche, le fait de montrer une femme, d'abord, encore une fois, on doit être à 65%, soit au moins 60% dans la profession de femme. En plus, c'était bien de montrer une avocate pénaliste, parce que quand même, je suis quand même bien placée, et je suis pas la seule évidemment, mais bien placée pour savoir que moi, quand j'ai commencé, il y avait quasiment que des hommes, et de montrer justement, ça aussi c'était intéressant, c'était le décalage dans la vision du public et qui est toujours actuel malheureusement. Et je l'ai dit régulièrement, c'est très très flagrant. Il suffit de voir dans les affaires politiques par exemple, la plupart du temps, ce sont des avocats hommes qui sont choisis.
il ne s'agit pas de remettre en cause leurs compétences, c'est pas ça. Mais c'est encore l'image qu'ils ont en premier avocat, la plupart du temps, hein, la porte est en train de s'ouvrir, mais la plupart du temps, c'est des hommes, et on voit, d'ailleurs c'est drôle, parce qu'on voit dans les images de télévision, des collaboratrices qui sont derrière, c'est des filles, et c'est vraiment la caricature. Alors qu'en revanche, en droit commun, ça fait très longtemps dans les faits, le crime commun, le crime sexuel, le crime de grand banditisme, ça fait très longtemps qu'il y a des femmes qui défendent. Bon, il y a aussi au fait que les femmes sont peut-être plus discrètes de manière générale que les hommes. C'est à mon avis aussi un inconvénient, mais c'est aussi une peut-être là dans la caricature. Donc du coup, la série de 66.5, je trouvais que cette fraîcheur de montrer la réalité, parce que non seulement elle est pas très grande, elle est jeune, elle vient avec cette image des beaux quartiers. Les gens ont oublié qu'elle venait du 93 au début, d'ailleurs les gens oubliaient, et puis elle vient et elle va se retrouver avec des gens qui sont extrêmement violents, et elle va quand même s'imposer, et ça permettait aussi de montrer aux gens, et d'ailleurs moi j'ai la chance aussi d'avoir des retours, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, les détenus lisent beaucoup le Parisien, ça c'est le journal en premier qui lit, c'est le Parisien. Après, ils regardent beaucoup la télévision, et notamment ils sont friands de fiction, et ils font des comptes rendus, parce que évidemment les gens ont su, et pour 66.5, et Engrenage c'était pareil, même quand c'était négatif, jamais un client, libre ou détenu, jamais un client m'a dit c'est n'importe quoi. Ce qui prouve que ils étaient, et ça c'est encore quelque chose qu'on a encore du mal, sauf à 66.5, à les faire participer, parce que si on nous dit on voudrait interroger un de vos clients pour qui dit ça, souvent ils ne veulent pas, et c'est par le lien de confiance, notamment dans la série 66.5, enfin là les deux qui sont venus, c'est parce que pendant 15 jours ils ont vu comment ça se passait, etc. Mais donc tout ça pour dire, pour répondre à la question, que je trouve que c'est important que la fiction là pour le coup ait rejoint notre réalité, et de dire que les femmes ont toute leur place entière, ce que l'on sait nous dans la réalité, mais que le public ne sait pas forcément. Et d'ailleurs, quand on demande aux gens, citez-nous des avocats, comme ça, par hasard, moi, quand j'ai commencé, c'était certains avocats qui ont eu des mêlées avec la justice, et venaient parfois en 3e ou 4e position, Henri Leclerc. C'est quand même incroyable. Mais avant d'autres avocats qui... Bon, mais c'était... Et alors, si vous demandez actuellement, donner des noms d'avocats de pénalistes, ils n'en citent pas, c'est toujours des hommes qui reviennent. Celui qui revient, c'est l'ancien ministre de la Justice. C'est pour dire, là encore, l'absence d'interaction entre notre réalité à nous, et de même que peu de gens savent, sauf nous, dans le milieu judiciaire, que plus de 65% des magistrats sont des femmes. Et ça a une importance considérable sur l'image de la justice dans la série, d'être jugé par des femmes au lieu d'être jugé par une mixité qui serait souhaitable, pour moi. Et alors, je voudrais, pour compléter ce que dit Clarisse, quand Alice Isas donc, a été choisie pour faire le rôle de Roxane, elle a été quand même très déstabilisée, parce qu'elle a dit « mais moi, je suis beaucoup trop jeune, je ne vais pas être crédible comme avocate ». Et il a fallu qu'elle aille au tribunal de Bobigny. Elle a assisté à des comparutions immédiates pour voir qu'il y avait beaucoup de très jeunes avocates, mais aussi de très jeunes magistrates. Et c'est aussi pour ça que le barreau de Bobigny nous a intéressés. C'est parce que d'abord, c'est un barreau qui ne ressemble absolument pas du tout à Paris, au Vieux Palais. Il y a une espèce de fraîcheur, de militantisme, de côté un peu familial et un peu foutraque aussi, qui moi, m'intéressait, parce que c'est moins solennel que cette représentation de la justice qu'on a pu avoir dans Engrenage, et aussi à travers l'architecture des palais de justice en France. Là, il y a quelque chose d'assez pop, 70s, qui donne aussi, je pense, une autre idée non seulement de la justice, et je pense aussi une autre façon de travailler. Et puis, c'est le barreau de Bobigny, et puis c'est Gisèle Halimi, et puis c'est la passerelle Marie-Claire. Enfin, tout ça fait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce territoire, dans un environnement de justice qui est beaucoup porté par les femmes, magistrates et avocates, avec beaucoup de voyous hommes et de justiciables hommes, parce que moi, j'ai assisté à beaucoup de comparutions immédiates, mais c'est que des hommes. C'est la plupart du temps, c'est 99,5%, ce sont des hommes qui comparaissent. Pour des faits plus ou moins de violence forte, mais ils sont défendus par des femmes. Et en fait, moi, j'aime bien ça, l'idée que ces hommes, qui sont souvent d'ailleurs un peu machos, soient quand même défendus par des femmes. Je trouve que ça, voilà, il y a un petit rééquilibrage. Merci beaucoup. Nous arrivons effectivement au terme
de nos échanges? Est-ce que j'ai l'impression qu'on a fait en réalité la conclusion enfin, est-ce que c'est la conclusion? Je ne sais pas, mais ce que vous venez d'indiquer, à savoir que ça donne aussi une image d'une réalité dont le grand public n'a pas forcément encore une totale perception, c'est-à-dire la place des femmes en réalité majoritaire au sein du barreau, au sein des barreaux, au sein de la profession. Et donc, vous voyez, cette représentation de la justice aussi, qui vient nourrir, c'est-à-dire qui donne une visualisation, une photographie de ce monde judiciaire et qui nourrit et qui, en tout cas, contribue donne à savoir à ce public notre réalité. Donc, c'est une sorte de cercle et ça me paraît essentiel, important et peut-être donc une forme d'enjeu de société aussi que ce genre-là, même s'il est évidemment très divers. Est-ce que peut-être en un mot, puisque là effectivement il est temps, sauf s'il y avait des questions dans la salle, mais est-ce qu'il y a une question dans la salle? Eh bien, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour vos interventions. Le thème est effectivement la justice à l'écran. Il y a un constat quand même aujourd'hui, c'est que les chaînes d'information continue se sont appropriées aussi la justice au travers de documentaires qui sont quasiment feuilletonnés. Je pense aussi aux plateformes comme Netflix qui récemment vous raconte l'affaire Flactif ou autre affaire, que ce soit d'aval pour LCI ou BFM, etc. Quel est votre regard, vous, en tant que scénariste? D'une certaine façon, est-ce que les chaînes d'information elles-mêmes qui portent leur propre message n'ont pas vocation justement à perturber un peu les cartes de la fiction ou de la réalité sur ce que peut être la justice de demain? Je veux dire par là que, est-ce que parfois ces documentaires qui devraient être par nature objectifs le sont réellement, vous qui avez un regard justement propre à la fiction? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je veux bien répondre en ayant la double casquette de journaliste et de scénariste pour le coup. Je suis pas. Je voulais juste revenir sur un mot que vous avez utilisé, qui est l'objectivité. Et je suis pas. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout parce que ça n'existe pas. C'est une fiction, l'objectivité, y compris dans le récit journalistique. Y compris dans le récit journalistique qui respecte les codes déontologiques de la profession, qui n'était pas forcément ce à quoi vous faisiez référence, mais en fait, raconter le réel, même sans inventer quoi que ce soit, même en vérifiant ces informations, c'est déjà une mise en récit, il y a une scénarisation, et donc une subjectivité. Et voilà, la différence entre la fiction et le réel, c'est qu'il y a des choses inventées et qui parfois, paradoxalement, on peut, pour en avoir fait l'expérience, parfois être plus proche du réel par la fiction. C'est un peu perturbant comme idée, mais donc, et tout ça, c'est poreux aujourd'hui. Vous parliez des séries documentaires, par exemple, qu'on voit énormément sur les plateformes. Elles font appel à des scénaristes, et souvent d'ailleurs à des scénaristes de fiction, de plus en plus, pour créer une forme de dramaturgie sans pour autant inventer le réel. Après, concernant les chaînes d'information en continu, ils proposent leur propre mise en récit avec leur propre subjectivité, qui est parfois quelque chose d'un peu programmatique politiquement. Et voilà, mais parce que ça n'existe pas, cette objectivité. Voilà. C'est un avis personnel. Hein. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions dans la salle? Pas une question, bonjour, mais je voulais partager à nos auteurs sur les ponts permanents qui existent entre la fiction et la réalité. Ce qui m'est arrivé en rendez-vous client cette année, un jeune qui avait été victime de violences sexuelles de la part de son cousin et qui a trouvé la force d'en parler à sa famille, à ses parents, parce que il avait dans un feuilleton populaire qui passe tous les soirs, voilà, et qu'on connaît tous et qu'on regarde souvent, il s'était attaché à un personnage adolescent
adolescents qui avaient vécu la même chose que lui. Et c'est parce que l'histoire était bien racontée et qu'il s'était attaché à ce personnage qu'il a trouvé la force de pouvoir en parler et de fait, de pouvoir être ensuite défendu et que ça aboutisse à une condamnation pénale de l'auteur. Et c'est exactement ce que vous évoquiez, quand l'histoire est bien racontée, c'est beaucoup plus facile pour les gens de se projeter dedans, d'accompagner, et puis ça les impacte aussi. Je ne suis pas sûre que l'adolescent aurait eu cette force si il avait vu des témoignages dans un documentaire qu'il aurait trop renvoyé à sa condition, alors que là, en s'arrimant à un personnage de fiction, il était capable de parler de sa propre histoire. Et ça, c'est quelque chose au cabinet, on s'en est beaucoup parlé de ce dossier, parce que ça nous a beaucoup touchés. Alors qu'en général, quand les jeunes viennent chez nous en stage, ils regardent notre pratique de pénaliste et trouvent qu'on passe quand même beaucoup de temps dans les papiers à regarder les dossiers, les procès-verbaux, et que c'est pas tout à fait l'image glamour qui est renvoyée dans la fiction. Voilà. Moi, je voulais juste te dire par rapport à ce que disait Vanessa, pour s'il y avait à conclure par rapport, je reviens à la présence de la femme et ce qui est en train de dire, je pense aussi que les jeunes, justement, il y a aussi le décalage de génération. Tout à l'heure, j'évoquais les chroniques judiciaires et le fait que nous, on lisait les articles, et on les lit encore d'ailleurs, évidemment, on les lit. Mais les jeunes, c'est vrai que, enfin, malheureusement, sans tomber dans la caricature là encore, mais les jeunes ne lisent plus ou quasi pas suffisamment. En revanche, ils regardent beaucoup, et c'est aussi à nous de nous adapter, à voir les limites, mais tout ce qui est, pas les réseaux sociaux, mais tout ce qui est visuel. Donc la télévision, ils ne regardent plus la télévision, ils ne regardent plus du tout la télévision, mais ils regardent des séries et ils regardent aussi des films. Ils vont encore au cinéma, ils vont encore des films. Donc c'est vrai que l'image qu'on peut véhiculer, ça leur donne aussi une autre forme d'inspiration et en tous les cas l'envie d'eux. Moi, c'est vraiment là-dessus que je médite. Et pour répondre à la question sur les chaînes d'infos, bon, le problème, c'est que les chaînes d'infos, à mon avis, comme dirait Alice, c'est aussi que mon point de vue, c'est exactement ce que nous, avocats, on utilise tous les jours, c'est le principe du contradictoire. C'est exactement ce qui manque actuellement. Moi, j'ai eu la chance d'être invitée sur des plateaux de télévision, mais si je voulais, j'aurais quasiment sur une chaîne, j'aurais quasiment porte ouverte tous les soirs. Bon, le problème, c'est que d'abord, je peux pas y aller. Puis en plus, après, je me suis rendu compte que je voulais bien y aller parce que je l'ai déjà dit, notamment au sein de l'ADAP, l'association des avocats pénalistes, et je l'avais déjà dit en disant, on avait une discussion entre nous en disant, est-ce qu'il faut y aller ou pas y aller? Je me rappelle très bien que Hervé Témy me disait, faut pas y aller. Et moi, j'étais pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, si on n'y va pas, il va y avoir quelqu'un qui va y aller. Et on se retrouve avec des pseudo-experts dans des matières qui n'y connaissent rien. Et moi-même, ça m'est arrivé, puisque à la fin, sur cette certaine chaîne, je veux bien aller pour des trucs judiciaires dans la limite de ce que je connais. Mais ils finissaient par m'appeler pour me demander des trucs, mon avis sur tout et n'importe quoi. Bon, alors s'il faut appeler Madame Michou et que j'ai la casquette Madame Michou, ok, je l'endosse. Mais le problème, c'est que quand je viens, je suis invité avocat, il y a écrit avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis. Il y a aussi ça qu'on renvoie comme image. Mais l'expérience qui est la mienne, c'est que c'est vrai que sur certaines chaînes, et notamment dans le choix de la réalisation, si on mettait de la contradiction, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de documentaire, on ne demande pas un documentaire d'être objectif, on demande un documentaire, à la limite, d'ouvrir une discussion. Et on dit souvent, c'est le point de vue d'un tel. Et après, s'il est bien fait, on recueille les explications des uns et des autres. Mais bon, parfois, on n'a pas envie d'y répondre. Et puis parfois, on ne peut pas non plus répondre. Des documentaires qui sont faits en cours de procédure, c'est très difficile de répondre sans violer le secret de l'instruction, sans violer la présomption d'innocence. Mais au moins, il y a des chaînes de télévision, c'est vrai, vous les regardez, on sait tous à quoi on fait référence, c'est toujours les mêmes qui sont invités. Donc, on tourne en boucle et il n'y a pas de contradictoire. Ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir ce contradictoire-là. Et après, le problème des documentaires sur certaines chaînes, c'est qu'il y a des documentaires et documentaires. Par exemple, sur Netflix, c'est vrai qu'ils prennent des journalistes qui ont suivi des affaires, qui suivent, je pense par exemple à Patricia Tourangeau, qui a suivi qui a fait elle suit ce qu'elle a fait. Bon, Alice a suivi évidemment la fiction, c'est elle qui l'a écrit, donc il y a quand même cette espèce entre guillemets de contrôle. Mais après, c'est quand ils reconstituent des histoires. Et là, ça devient vraiment problématique. Mais voilà, après, bon, la seule bonne nouvelle, je finis là-dessus, pardon Vanessa, la seule bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même constaté que, pour ne pas la citer, la chaîne était en perte, en perte de là, ça commence à plus faire le buzz au profit d'une autre chaîne dont on peut aussi discuter. Mais voilà, c'est ça, c'est aussi, je pense, de dire à des journalistes, de dire à des réalisateurs, de dire les avocats sont accessibles. Et les avocats, enfin, je parle pour nous, mais les magistrats, c'est plus problématique. À l'instruction, ils sont tenus, ils ne peuvent pas venir, mais par exemple les policiers ils se privent pas pour venir, mais de dire que l'on peut venir et que l'on peut discuter. Mais moi je suis sûre, par rapport à ce qui vient d'être dit, que la fiction pour les jeunes c'est très très important, parce que eux ils regardent ça actuellement, et c'est vrai que malheureusement tout ce qui est lecture c'est pour eux moins accessible, ou en tous les cas n'ont plus envie. Je veux dire, pas que pour les jeunes.
Non, mais parce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que effectivement, sur une série comme Sambre, qui touche à un sujet qui n'est pas très facile, voilà, dans la question de la parole muselée ou en tout cas contrainte est centrale. Bah, pour avoir écrit un livre et pour avoir coécrit une série sur le même sujet, sur la même affaire, ben, c'est pas du tout la même chose, parce que par exemple un livre qui est un récit journalistique de non-fiction, évidemment c'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers de lecteurs, pardon, de lectrices en fait, parce que je le vois quand je fais des, voilà, j'ai 90-95% de mes lecteurs sont des lectrices, parce que c'est la démarche d'aller vers ce sujet, c'est bon, bah, globalement les lecteurs sont des lectrices, et puis la fiction, soudain c'est des millions de personnes, et dont des hommes, dont beaucoup d'hommes. Et enfin, le nombre de messages reçus sur ce sujet, alors évidemment de femmes, voilà, qui disent merci, à qui ça participe, voilà, ça a un côté de soit rassurer, soit de libérer la parole, enfin tout un tas de choses. Et moi, j'ai été extrêmement surprise des réactions d'hommes, comme j'en avais pas trop eu sur le livre, ça m'a fait plaisir. Disant par exemple ah ben je ne savais pas, enfin la réaction, c'est des réactions très genrées en fait sur ce sujet. La réaction la plus commune des hommes que j'ai eue, c'est je ne savais pas que le viol, ça faisait ça sur la vie d'une femme tout au long de la vie. Et je me suis dit, ah ben, c'est bien ça, en fait, de raconter une histoire, ça permet de faire passer ce message-là. Mais c'est ça le pouvoir des histoires aussi, c'est que c'est vrai que souvent quand on lit un roman où on a l'impression que l'écrivain nous parle, bon, voilà, on a cette impression-là, c'est comme ça. Sur les films, c'est un petit peu pareil. Et enfin, je crois que ça parle directement à l'endroit de l'émotion et ça peut permettre de libérer des choses, effectivement. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, bien écoutez, le temps est venu pour moi de vous remercier sincèrement, vraiment, pour le temps que vous nous avez consacré. Et c'était extrêmement riche et passionnant, et je crois qu'on pourra en parler des heures, hein, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, c'est infini, et c'est aussi la particularité du sujet, c'est infini. Donc merci beaucoup pour votre rapport, et puis très bonne soirée à tous. Merci.